Bienvenue dans Savoir, le podcast Vigne-Vin proposé par l'Institut français de la vigne et du vin. Plongez avec nous dans l'odyssée de la sélection et création variétale, une première saison où nos experts et partenaires vous dévoilent les secrets de l'innovation variétale. C'est la motivation actuelle de la création variétale, que ce soit pour le greffon, mais aussi pour le porte-greffe, c'est les résistances aux maladies. Découvrez comment la science et l'innovation façonnent la viticulture face aux défis de l'agroécologie, du changement climatique et pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. J'ai vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, on est à un carrefour de l'histoire de la viticulture. On est en train de complètement transformer la viticulture grâce à cette création variétale. À chaque épisode, nous explorons un thème en lien avec les variétés et les cépages de la vigne, fruit de 60 ans d'expertise de l'IFV. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne manquer aucun épisode. Allez, c'est parti, préparez-vous à vendanger et à laisser décanter des litres de connaissances. Dans ce nouvel épisode de Savoir le podcast Vigne-Vin, il va être question de création variétale. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir deux experts du sujet, Loïc Lequinf, généticien à l'IFV, et Marie-Christine Dufour, ingénieure agronome et directrice technique au Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. Bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Pour commencer cet épisode, j'aimerais d'abord vous poser une question. Si vous étiez un cépage, vous seriez lequel et surtout, pourquoi ? Je commence. Moi, j'aime bien le chenin parce que c'est un cépage avec lequel on peut faire plein de vins différents. Et surtout, une caractéristique qui m'intéresse beaucoup dans le chenin, c'est qu'il est planté dans plein d'endroits, et notamment en Afrique du Sud, dans des conditions très sèches. Et j'ai toujours été impressionné par la plasticité de ce cépage, qui, dans différents environnements, peut donner des vins très différents et toujours qualitatifs. Donc j'avoue que j'ai une petite préférence pour le chenin. Et puis, mine de rien, il est aussi pas mal utilisé en Val-de-Loire, proche de chez moi, en Bretagne. Et vous, Marie-Catherine ? Moi, je choisirais le Malbec, qui est aussi appelé le Côte, parce que c'est un cépage historique du vignoble dont je suis originaire, les Côtes de Bourg. Parce que aussi c'est un cépage qui a traversé les océans pour aller s'implanter dans des vignobles d'Amérique du Sud. Et puis, parce que je pense que c'est un cépage d'avenir qui finalement a été abandonné en France par beaucoup de gens après la crise phylloxérique pour des raisons agronomiques, mais qui a finalement des caractéristiques agronomiques et organoleptiques très intéressantes par rapport au vin qu'on souhaite faire aujourd'hui. Merci beaucoup pour vos réponses tous les deux. Je vous propose maintenant d'entrer dans le cœur de notre sujet. Loïc, d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on procède pour créer une nouvelle variété ? Pour créer une nouvelle variété, il y a différentes façons, mais la façon la plus classique, c'est de passer par ce qu'on appelle l'hybridation sexuée, c'est-à-dire on va choisir des parents. Alors quand c'est fait de façon consciente, mais la création variétale a toujours été là à partir du moment où il y avait une nouvelle variété, où il y avait un pépin qui avait été planté, ou quelque chose qui était identifié de nouveau au vignoble, c'était aussi de la création variétale, mais quand on le fait de façon consciente, ce qu'on fait actuellement, on va choisir les parents en fonction des caractéristiques qu'ils portent chacun, et on va générer par hybridation sexuée, donc de façon complètement naturelle, c'est le pollen qui vient se poser sur la fleur et qui va générer des pépins. Donc ça, on va le faire de façon consciente. Donc quand je dis de façon consciente, c'est on choisit les parents et on réalise le croisement qui nous intéresse. Et ensuite, on va obtenir plein de pépins. Donc ça, c'est vraiment la phase de création, je dirais. Et chacun de ces pépins, c'est un individu différent. Donc chez l'humain, si on se place chez l'humain, c'est comme dans une fratrie. Chaque pépin serait un enfant. Et chaque enfant est différent dans une fratrie. Donc là, on va générer tous ces pépins et on va pouvoir les planter, les faire germer, obtenir ce qu'on appelle des plantules. Et là, on passe dans une deuxième phase de la création variétale, qui est vraiment la sélection. Donc on va choisir au sein des descendants ceux qui ont eu la chance de récupérer les deux caractéristiques ou plus, l'ensemble des caractéristiques qui étaient intéressantes chez les parents et qui les cumulent chez lui. Donc c'est la phase de sélection. Et donc c'est comme ça qu'on va créer des nouvelles variétés. Donc il y a deux étapes. Il y a choisir les parents, réaliser le croisement par hybridation sexuée, qui est une étape tout à fait naturelle. Et la deuxième étape, qui est la sélection de l'individu qui nous semble être le plus pertinent pour répondre à la question posée. Du coup, Loïc, une question un peu simple, mais pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est qu'une variété résistante ? Alors, une variété résistante, c'est une variété déjà qui résiste à un pathogène ou à plusieurs. C'est-à-dire, communément, on dit variété résistante, mais il faudrait continuer finalement la dénomination. C'est
dans le cas de la vigne et ce qu'on crée actuellement, c'est des variétés résistantes au mildiou et à l'oïdium. Donc c'est vraiment, on cible ces deux pathogènes. Donc ça, c'est le premier élément. On parle de résistance, il faut parler du pathogène qui est ciblé. Deuxième élément, c'est le fonctionnement biologique de ces résistances. Donc les résistances qu'on utilise actuellement, il y a d'autres types, mais là, ce qu'on utilise vraiment en création variétale vigne, c'est des résistances qui reconnaissent une partie du pathogène. C'est comme si je reconnaissais les chaussures de quelqu'un et qu'à partir de là, je pouvais le nommer. Donc quand le gène de résistance, la caractéristique de résistance de la plante reconnaît les chaussures du mildiou, elle va dire le mildiou est présent et vont se mettre en place un ensemble de systèmes de défense qui vont empêcher le mildiou de se développer. Si le mildiou change de chaussure, à ce moment-là, il n'est pas reconnu. Et il va pouvoir se développer. Donc, c'est ce qu'on appelle le contournement. C'est-à-dire le mildiou perd la protéine qui est reconnue, et comme il n'est pas reconnu cette fois par les systèmes de défense, il va pouvoir se développer, et le gène de résistance ou le mécanisme de résistance va attendre de reconnaître cette partie-là, mais elle est plus présente chez le mildiou, donc il n'y a plus de reconnaissance. Donc c'est ce qu'on appelle le contournement. C'est pour ça qu'on demande d'accompagner avec des traitements pour éviter que dans la population de mildiou, il y ait une souche qui perde la protéine qui est reconnue par le gène de résistance. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc le contournement, on pourrait dire, c'est pas grave, on a perdu une résistance, mais il y en a d'autres. Il se trouve que malheureusement, chez la vigne, actuellement, on a très peu de gènes de résistance. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler de façon collective. C'est pour ça qu'on met en avant avec certains chercheurs en sociologie le côté bien commun de ces résistances, de façon à ce que tout le monde comprenne que si on perd une résistance, ça va impacter tout le monde. Et donc, il va falloir travailler ensemble pour conserver ces résistances. Donc, il y a des tas de démarches qui sont mises en place. Il y a un observatoire du déploiement des variétés résistantes. Il y a un suivi des populations de mildiou. Il y a des communications sur la façon dont on doit accompagner ces variétés. Et comme je le dis assez souvent, c'est une nouvelle histoire d'amour entre la viticulture et de nouvelles variétés qui vont nous permettre de conserver ces résistances et d'aller vers un gain en termes d'amélioration variétale. Mais alors la question aussi qu'on peut se poser, c'est vu le nombre de variétés déjà existantes, je crois que c'est plus de 6000 dans le monde, si je ne me trompe pas, pourquoi en créer une nouvelle et qu'est-ce qu'on va chercher sur ces nouvelles variétés justement? Quand on génère de nouvelles variétés, en fait, ce qu'on génère, c'est de la diversité. Donc sur les 6000 variétés effectivement qui sont connues actuellement, donc elles ne sont pas toutes autorisées à être implantées en France. En France, on a un catalogue des variétés qui peuvent être utilisées dans le vignoble, donc qui contient plutôt 350-400 variétés. Quand on va faire la création variétale, ce qu'on va faire, c'est générer une nouvelle diversité pour trouver au sein de cette diversité des capacités d'adaptation et des individus qui répondent aux besoins de la filière actuellement. On ne va jamais, effectivement, en création variétale, essayer de reproduire l'existant. Donc, actuellement, une des dynamiques qui est demandée par la société, par la profession, par les politiques aussi, c'est de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires utilisés en viticulture, donc réduire le nombre de passages. Et là, effectivement, il se trouve que l'espèce Vitis vinifera, qui est l'espèce cultivée la plus commune en Europe et même dans le monde pour produire des vins qualitatifs, est sensible à certains pathogènes qui sont des pathogènes qui, pour la plupart, viennent des États-Unis. Donc, je parle du mildiou, de l'oïdium et du black rot. Et cette espèce qui n'a jamais vécu, donc l'espèce Vitis vinifera qui n'a jamais vécu avec ces pathogènes, est sensible à ces pathogènes-là. Donc, ce qu'on va aller chercher en générant de la diversité, c'est des individus qui gardent ce pouvoir qualitatif, mais qui aussi sont résistants à ces pathogènes de façon à pouvoir réduire l'utilisation des produits phyto. Donc le principal besoin, si j'ai bien compris, c'est d'abord la résistance à ces pathogènes. Alors c'est la première attente. Après, il y a aussi, on le sait tous, on est face à des changements climatiques, et donc il y a aussi une deuxième attente qui est l'adaptation aux conditions futures. Mais effectivement, la première attente et la motivation actuelle de la création variétale, que ce soit pour le greffon, mais aussi pour le porte-greffe, c'est les résistances aux maladies. Marie-Catherine Dufour, vous êtes directrice technique au Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. Donc vous utilisez dans votre région la création variétale. De quelle manière, du coup, c'est déployé ? Alors, on utilise la création variétale et on est partenaire de l'Institut français de la vigne et du vin et de l'INRAE sur de la création variétale qu'on finance aussi.
Donc, effectivement, aujourd'hui, on a un certain nombre de variétés résistantes qui sont à disposition. Le vignoble de Bordeaux, c'est un vignoble qui est très majoritairement en AOC. Et donc, finalement, on s'est dit comment est-ce qu'on peut rajouter dans les cahiers des charges ces variétés qui, jusqu'à il y a peu de temps, n'étaient pas autorisées. Donc, il y a eu un travail qui a été fait avec l'INAO et un dispositif qui a été créé qui permet aujourd'hui aux appellations d'origine contrôlée, dans le cadre d'un dispositif expérimental, de tester des variétés à des fins d'adaptation. Ce dispositif expérimental, il permet à tout viticulteur de continuer à produire du vin en appellation d'origine contrôlée avec des variétés qui sont des variétés expérimentales. Et nous, par exemple, dans ces variétés, il y a Floréal, Sauvignac, Souvigné Gris et Vidocq. Et il a la possibilité donc de les expérimenter grandeur nature, à condition que ça ne dépasse pas 5% de l'encépagement de sa propriété et 10% des volumes de vin produits. L'idée, en fait, c'est qu'il y ait une appropriation progressive, que le viticulteur devienne expérimentateur et donc qu'il s'approprie, grâce à l'expérimentation, ces variétés. Alors, ça veut dire qu'il y a un conventionnement avec l'INAO, avec l'ODG, l'organisme de défense et de gestion. Aujourd'hui, ce n'est pas un dispositif qui représente 5% des surfaces de Bordeaux. Hein. On en est très très loin. Hein. J'ai demandé à ma collègue de l'ODG de Bordeaux où on en était à l'instant T. Aujourd'hui, il y a des conventions qui sont signées avec eux et on est à peu près à 12,5 hectares de variétés dites résistantes qui ont été plantées dans le cadre de ce dispositif. En parallèle, il y a des viticulteurs qui ont fait le choix de ne pas passer par l'AOC et qui produisent des vins en IGP ou en vin de France pour permettre d'avoir plus de liberté d'un point de vue parce que les cahiers des charges sont moins stricts, de façon à pouvoir expérimenter d'autres produits. Et en général, donc, ils ne les valorisent évidemment pas dans le cadre de l'AOC, et donc avec des codes aussi de bouteilles différentes, d'étiquettes différentes. Et donc, ça leur permet d'avoir un portefeuille de produits plus important et en sortant un petit peu de l'AOC. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est effectivement le partenariat qu'on a avec l'IAV et l'INRAE dans le cadre d'un projet de création variétale qui s'appelle New Wine et qui a pour ambition de créer des variétés résistantes au mildiou et à l'oïdium dans la typicité des vins de Bordeaux. Et pour ça, en fait, on a choisi de croiser avec deux parents différents. D'un côté, on a des individus dont un des parents, c'est le Cabernet Franc, et de l'autre, on a des individus dont un des parents, c'est le Petit Verdot. Et alors, quels sont les premiers résultats sur ces parcelles déjà plantées en expérimental, comme vous nous l'avez dit? Quel est le retour que vous font les viticulteurs? C'est ça qui va être intéressant aussi pour la suite, j'imagine. Oui, alors le retour, il est de plusieurs ordres. D'abord, un premier retour, c'est qu'elle résiste bien au mildiou et à l'oïdium. C'est déjà bien. Voilà, il faut commencer par ça. Donc les expérimentateurs viticulteurs expérimentateurs qui travaillent sur ces variétés sont des gens qui suivent les consignes. Donc une des consignes, c'est qu'il faut quand même 1 ou 2 traitements contre le mildiou tous les ans parce que cette résistance, il faut qu'elle soit le plus longtemps possible acquise, et c'est pas une évidence, et on a un risque de contournement de résistance. Donc un des moyens d'éviter ce risque de contournement de résistance, c'est de faire 1 ou 2 traitements par an. Mais à Bordeaux, 1 ou 2 traitements, c'est déjà énorme par rapport au nombre de traitements qu'on est obligé de faire. Qu'est-ce qui se fait habituellement en moyenne? Alors, ça dépend des années de la pression parasitaire, mais quelqu'un qui aurait une politique avec une diminution importante de l'utilisation des produits phytosanitaires serait à entre 8 et 12 traitements par an. Donc on passerait de 8 à 12 traitements à 1 ou 2 traitements par an, effectivement. Exactement, et avec un traitement au cuivre qui serait suffisant en fait. Donc c'est un traitement qui est utilisable en agriculture biologique, donc ça coche pas mal de cases. Donc ça c'est bien. Et ensuite, ce qu'ils disent, c'est que ça permet de faire des vins de qualité. Il y a eu il y a
on est encore sur du tâtonnement. Donc, le Vidoc, ça permet de faire des vins rouges qui sont assez structurés, qui finalement pourraient convenir pour faire un vin dans la typicité de Bordeaux. Sur Artaban, on a un petit peu plus de doutes, par exemple. C'est aussi un cépage rouge, mais qui fait des vins beaucoup plus légers, qui sont plus difficiles finalement à adapter à la typicité de Bordeaux. Après, Floréal, Sauvignac et Souvigné Gris, c'est 3 cépages blancs dans lesquels on retrouve un peu de la typicité du Sauvignon blanc. Donc, c'est pour ça qu'ils ont été choisis. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Alors, je ne sais plus lequel des deux entre Sauvignac et Souvigné Gris, mais il y en a un des deux qui a un port un peu tombant. Donc, pour les viticulteurs qui utilisent des machines à vendanger, c'est un peu plus problématique. Et on arrive à ce niveau de détail, en fait, qui sont très pratico-pratiques, mais qui sont indispensables. Quand on a un viticulteur qui a 200 hectares et qui vendange à la machine, il ne faut pas qu'il ait un cépage qui soit compliqué à vendanger, quoi. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça que c'est intéressant que d'avoir ce réseau de viticulteurs expérimentateurs. Alors, on va poursuivre justement sur ces premiers résultats et puis ces perspectives de développement aussi pour la création variétale. Je vous propose une petite pause avec un quiz préparé par nos soins autour de la vigne et du vin. Donc, Loïc et Marie-Catherine, je vous laisse jouer, mais vous aussi qui nous écoutez, n'hésitez pas à jouer de votre côté. Première question. Quelle est la première AOC à avoir inclus un cépage résistant dans ses règles de production ? Je pense que c'est la Champagne, Oui, c'est la Champagne. Vous avez le cépage ? le Voltis. Donc en AOC, il y a ce qu'on appelle les cépages principaux, les cépages secondaires. Donc l'AOC, c'est un cadre qui définit énormément de critères, mais notamment les variétés qui peuvent être utilisées pour produire du vin de cette AOC. Donc il y a les variétés principales, les variétés secondaires, et pour introduire de l'innovation, moi je le vois comme un levier d'introduction de l'innovation au niveau du matériel végétal, il y a eu cette idée que je trouve géniale d'introduire les VIFA, qui permettent, comme l'a dit Marie-Catherine, de pouvoir mettre 5% de son encépagement et 10% dans l'assemblage d'une nouvelle variété, résistante ou pas, mais une nouvelle variété qui n'était pas dans le cahier des charges. Et par contre, il faut effectivement garder la typicité de l'AOC, mais c'est vraiment un levier d'innovation. Très bien. Alors, deuxième question. Les recherches pour la création d'idéotypes bordelais, c'est-à-dire des cépages résistants emblématiques d'une région, concernent le merlot, le cabernet franc ou le petit verdot. Le petit verdot. Et le cabernet franc ? Et le cabernet franc. Très bien. Et sur la dernière question, c'est un vrai ou faux, je vous laisse répondre rapidement. La vigne est la première plante à fruits dont l'ADN a été entièrement séquencé en 2007. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Bonne réponse. Le génome de la vigne compte quelques 20 000 gènes. Alors ça, c'est faux. Alors combien il en compte du coup ? Environ 30 000. Parfaite réponse du généticien. Bravo à vous. Vous connaissez bien votre sujet. Chaque cépage est composé de 38 chromosomes, 19 mâles et 19 femelles. Alors, je ne l'aurais pas dit comme ça. Effectivement, il y a 2 fois 19, mais je les aurais pas à séparer en mâles et femelles. Il y a 19 chromosomes hérités de la maman et 19 chromosomes hérités du papa. Très bien, écoutez, bravo à vous deux. Je vous propose pour avancer un petit peu dans cet épisode, de faire un état des lieux justement de la création variétale, où on en est et quels sont les enjeux. Loïc, pour vous, quels sont les objectifs et les prochaines cibles ? Alors, déjà dans les enjeux, là, au début, quand je disais que la création variétale, c'était 1 an et demi, la création variétale, c'est 1 an et demi pour obtenir un individu qui nous semble intéressant. Mais derrière, et donc on est accompagné par les interpros qui financent ces projets-là, il y a des tests au vignoble énormément de descendants parce qu'il y a des caractères où on ne connaît pas les gènes qui sont en lien, donc on est obligé de tester au vignoble pour savoir si vraiment la variété est intéressante. Donc actuellement, on a 13 programmes d'amélioration, dont un avec Bordeaux, où les parents ont été choisis pour être des parents emblématiques et garder la typicité bordelaise, et l'autre parent donnera des résistances. Et donc ça prend beaucoup plus de temps. C'est-à-dire, en général, on teste entre 100 et 200 descendants au vignoble. Là, c'est financé par les interpros, accompagné par des acteurs locaux dans chaque bassin avec qui on a un programme d'amélioration. Ça dure 6 ans. Et à la suite de ça, on a encore 6 ans
pour faire ce qu'on appelle la VATE, la valeur agronomique, technologique et environnementale, qui est une évaluation du matériel qui permet de monter un dossier, qui permet son inscription et son classement au catalogue, et donc la diffusion du matériel pour les viticulteurs. Donc quand moi je parlais d'1 an et demi, c'était juste la partie de généticien. En fait, c'est 12 ans. Voilà, j'étais un peu dans ma bulle, mais au final, c'est plutôt entre 18 et 20 ans. D'accord. Voilà, Et on donc a c'est beaucoup déjà plus long. quand même des premières variétés qui sont homologuées. Non, c'est pas le Alors, terme on a homologué. typiquement le programme INRAE dur. Donc, Marie-Catherine a parlé de certains génotypes, certaines variétés qui étaient issues de ce programme-là. Floréal, Artaban, Vidoc. Voilà, donc ça, mais c'est des programmes qui ont commencé en 2000, qui ont été inscrits en 2018 et qui commencent à être diffusés dans le vignoble. Donc, on voit le pas de temps que ça peut prendre. Donc, un des premiers défis, ce serait de pouvoir accélérer euh, cette diffusion du matériel. Alors, pas la diffusion, mais l'identification de variétés intéressantes. Donc, on a des travaux de recherche. Alors, le mot qu'on met derrière ça, c'est ce qu'on appelle la sélection génomique. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que c'est pas le sujet. Mais bon, bref, il y a des travaux pour améliorer, aller plus vite parce qu'on sent qu'il y a une urgence. On peut pas attendre 20 ans pour sortir de nouvelles variétés, quoi. C'est ça en fait. Voilà, et puis on a une urgence parce qu'on a le changement climatique, parce qu'on ne sait pas vraiment comment le changement climatique va être dans chaque bassin. Donc il y a une urgence de pouvoir générer, ce que je disais au début, de la diversité rapidement, intéressante, et dire testez ça au vignoble. On ne peut pas dire aux viticulteurs testez-en 1000 et puis on verra là-dedans. Donc il faut qu'on arrive à réduire le nombre d'individus à tester au vignoble. Donc il y a des procédés, il y a des tas de méthodologies qui sont développées autour de ça. Ensuite, on a aussi de nouvelles cibles qui nous intéressent. Donc il y a des maladies comme la flavescence dorée, qui est une des maladies qui critique au niveau de différents bassins. Et donc, il y a aussi des recherches de gènes de résistance à la flavescence dorée. Ensuite, il y a aussi comme cible le changement climatique. Donc, je pense par exemple aux porte-greffes, essayer de trouver des porte-greffes qui soient potentiellement plus plongeants, qui vont chercher l'eau, ou des greffons qui utilisent mieux l'eau, ce qu'on appelle l'efficience d'utilisation de l'eau, qui transpirerait la nuit et pas le jour. Bon, bref, qui aurait une utilisation de l'eau plus efficiente de façon à avoir besoin de moins d'eau et de pouvoir être adapté dans des milieux un peu plus arides. Donc, il y a énormément de cibles, il y a des tas de travaux en cours sur ces sujets-là. J'en oublie sûrement, mais voilà, les principaux sujets actuellement tournent autour de ça. Et puis aussi le black rot, qui est une maladie émergente qui arrive. Mais on a la chance en France d'avoir une recherche dynamique accompagnée par des interpros et même des boîtes privées. Donc on a la chance d'avoir cette dynamique-là. Il y a des dynamiques similaires aussi à l'étranger, au niveau que ce soit au niveau européen ou même au niveau des États-Unis. Je crois que la viticulture a, entre guillemets, compris, alors c'est pas compris parce que je pense qu'on savait que le matériel végétal était un levier intéressant pour avancer, a compris que c'était vraiment un levier qu'on pouvait monter dans la pile des leviers les plus intéressants. Donc ça avance, vous avez les moyens, on va dire, de faire avancer ces sujets-là, mais effectivement, il y a un temps, on va dire, incompressible d'expérimentation dans les vignobles, de retour dessus pour être sûr ensuite que le nouveau matériel sera adapté et efficace. Complètement, et surtout, ce qu'il faut à tout prix, c'est qu'on arrive à proposer du matériel qui n'est pas, entre guillemets, un boulet ou un vice caché. Et c'est pour ça qu'il faut du temps. Voilà, l'idée, c'est pas de réduire parce qu'il faut aller vite. L'idée, c'est de réduire, mais tout en gardant cette qualité de sélection française où on prend le temps, mais parce qu'à la fin, on veut être sûr de proposer aux viticulteurs, il met quand même en jeu son entreprise, du matériel de qualité, avec aucun vice caché, et qui va permettre d'avancer. Alors typiquement, là, ce que disait Marie-Catherine aussi, c'est qu'on doit accompagner ça. Donc quand on parle de variétés résistantes, certes, biologiquement, on appelle ça résistant, mais il faut les accompagner aussi avec des traitements. Donc, il aurait fallu parler de tolérance ou bon bref, dans la communication, il faut aussi qu'on accompagne ça. Et là-dessus, il y a eu un effort incroyable qui a été fait, qui est ce qu'on appelle l'observatoire Oscar, qui est un observatoire du déploiement des variétés résistantes et qui arrive à acquérir un certain nombre de données sur ce qu'on appelle des contournements ou pas de contournements, mais de façon à accompagner cette diffusion de façon à ce que la résistance soit durable et qu'on ait réellement un impact sur l'utilisation des produits phyto et que ce soit bénéfique pour le viticulteur. Donc il y a cet observatoire qui a été mis en place, qui est quelque chose à ma connaissance assez unique en termes d'accompagnement
d'innovation variétale. C'est quelque chose à souligner parce qu'en plus, ça a été fait à Bordeaux en France et puis maintenant c'est national. Donc il y a une belle dynamique pour accompagner aussi les viticulteurs et garantir que ce matériel aura une résistance durable. Alors, c'est pour ça qu'il y a un espèce de cahier des charges à respecter, un certain nombre de traitements à faire pour accompagner ces variétés. Alors, on a une réduction, les premières données disent qu'on a une réduction de 80% de l'IFT fongique, donc c'est déjà une avancée énorme, mais il faut quand même garder un fond de traitement et puis peut-être le moduler en fonction de la pression parasitaire du millésime. Marie-Catherine, pour vous, quels sont les défis et les principaux enjeux autour de ces nouvelles variétés? Un des enjeux, c'est d'arriver à déployer ces variétés tout en conservant cette résistance. Donc, c'est sans doute une autre façon de travailler aussi. Et les chercheurs commencent à nous dire qu'il va falloir peut-être pas planter des océans entiers d'une même variété au même endroit, mais plutôt essayer de créer de la diversité en plantant des variétés et en essayant d'arranger dans le paysage les variétés de façon à ce que ça soit morcelé et à ce qu'on ait de la diversité de l'encépagement. Et ça, chaque viticulteur, finalement, dans son coin, fait un peu aujourd'hui ce qu'il veut. Or, ce genre de problématique demande une réflexion qui est plus collective. Donc là, on rentre dans un monde un peu inconnu et dans lequel il faudra qu'on trouve des règles de travail collectif à l'échelle d'un territoire et non plus à l'échelle d'une propriété. Donc il Et va puis falloir après, accompagner en fait tout ça aussi. oui, c'est ça, accompagner alors peut-être qu'expliquer et que peut-être que la pédagogie suffira, mais des fois ça suffit pas. Donc il faudra peut-être trouver des règles communes. Et puis après, un autre enjeu fort, c'est la flavescence dorée. Et aujourd'hui, il y a des travaux qui sont en cours. On sait qu'on a des cépages qui sont plus tolérants à la flavescence dorée que d'autres. La flavescence dorée, c'est une maladie de quarantaine avec une lutte collective obligatoire et donc avec une obligation de traitement dans beaucoup de régions viticoles et c'est avec un insecticide. Donc, on essaie de réduire au maximum et on sait qu'il y a des cépages qui sont plus tolérants que d'autres à la flavescence dorée. Donc là, l'objectif, c'est pas de tendre aujourd'hui, en tout cas, vers une résistance, mais plutôt vers une meilleure tolérance à cette maladie. On commence à explorer le champ des possibles par rapport à cette maladie et sortir du tout milieu au idiome sur lequel on était jusqu'à aujourd'hui. Puis Loïc l'a dit, un enjeu majeur aussi, c'est l'adaptation au changement climatique et notamment avec les porte-greffes. Les porte-greffes, c'est la partie racinaire de la vigne, puisque la vigne, aujourd'hui, à cause du phylloxéra, on greffe une variété qui est résistante, enfin qui est tolérante au phylloxéra, avec nos cépages qui, eux, produisent les raisins de qualité pour faire du vin. Et donc, il y a un travail qui est fait par une équipe formidable à Bordeaux, à l'UMR EGFV, sur les porte-greffes et la création variétale aussi au niveau de ce qui se passe sous la terre. C'est important, notamment par rapport à la gestion du stress hydrique. Dernière question pour vous, Marie-Catherine. Comment vous voyez les viticulteurs s'approprier et accepter ces nouvelles variétés? Alors, de manière très différente selon leur sensibilité. Alors, nous, on est dans un vignoble d'AOC, hein, donc on a la tradition, le terroir qui font partie de notre ADN. Et donc, finalement, en fonction de leur perception de ce qu'est le terroir, leur perception de la création variétale va être très différente. Certains vont considérer qu'il faut continuer à faire perdurer la tradition, le savoir-faire, et que finalement, les 2000 ans d'histoire des vins de Bordeaux, c'est ça qui a de l'importance et c'est ça qui fait la valeur des vins de Bordeaux. Et puis d'autres vont considérer qu'on peut très bien être en appellation d'origine contrôlée et pour autant innover et évoluer avec le temps. Et ces personnes-là sont évidemment plus sensibles à la création variétale et vont plus facilement rentrer dans le dispositif expérimental dont on a parlé tout à l'heure. Alors, on arrive à la fin de cet épisode. Merci à vous deux d'y avoir participé. Est-ce que peut-être vous auriez un mot de conclusion sur cette création variétale et tous les défis qui nous attendent? Alors moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a eu la crise phylloxérique qui a complètement transformé le vignoble et qui a fait qu'il y a eu vraiment un avant-après. Et j'ai vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, on est à un carrefour de l'histoire de la viticulture et qu'on est en train de complètement transformer la viticulture grâce à cette création variétale. L'avenir dira si j'ai raison ou pas.
Et vous, Loïc? Moi, je travaille dessus, donc forcément, j'y crois. Mais je suis d'accord avec Marie. Je pense qu'en plus ouais, on va transformer la viticulture, mais aussi la relation entre les gens. Marie en a un peu parlé avant là, sur les aspects de résistance, la façon dont il va falloir gérer au niveau du paysage. Donc ça va forcément on va se poser des questions sur ce qu'on appelle le bien commun. Donc ces résistances, c'est un bien commun, c'est disponible pour tout le monde, il faut que tout le monde fasse attention, c'est un peu comme l'eau. Les résistances, elles sont en nombre fini, donc on ne peut pas les gâcher. Donc on va être obligé de retravailler au niveau de chaque bassin. Alors est-ce que ça va faire des endroits où les gens vont se parler? Donc ça peut vraiment impacter la viticulture et la changer. Et je crois beaucoup dans le levier matériel végétal pour accompagner les viticulteurs dans les différents défis de demain. Et je suis persuadé il y a plein de choses à faire et on va pouvoir faire des super choses et des super variétés pour les viticulteurs. Marie-Catherine, que pensez-vous de cette nécessité justement d'accompagnement et de travail peut-être plus collectif au niveau des régions? Oui, c'est une façon de travailler nous est complètement étrangère aujourd'hui. Aujourd'hui, quand un viticulteur décide de planter une vigne, finalement, à partir du moment où il a des droits de plantation et que le cépage est autorisé dans le cahier des charges, il raisonne à la parcelle, voire à l'échelle de la propriété par rapport au type de vin qu'il veut produire, mais ça va jamais plus loin. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on pressent, c'est qu'il va falloir créer de la biodiversité, non pas à l'échelle de la propriété, mais à l'échelle d'un territoire. Alors, pas un territoire immense, mais un territoire de plusieurs dizaines d'hectares, en tout cas. Donc ça signifie que demain, peut-être que on sera obligé de raisonner l'encépagement et la diversité au sein du vignoble, non pas à l'échelle d'un propriétaire, mais d'un groupe de propriétaires. Et ça, aujourd'hui, c'est des pratiques qui n'ont jamais lieu et donc finalement qui vont demander une façon de penser, une façon de travailler, une façon de voir son environnement proche très différente d'actuellement. Mais écoutez, en tout cas, merci à tous les deux d'avoir participé à cet épisode consacré à la création variétale et d'avoir partagé toutes ces connaissances avec nous. Donc c'est la fin de cet épisode de Savoir le podcast Vigne Vin et tous les autres épisodes, il y en a 12 au total, sont disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Merci encore et à très bientôt.